Bienvenue dans la saison 2 de Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner du souffle à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, sophrologue depuis plus de 20 ans, auteure de 14 livres sur la pratique au quotidien, co-créatrice du sommet virtuel de sophrologie et formatrice auprès de centaines de professionnels. J'ai accompagné à ce jour près de 5000 personnes, aussi bien en cabinet qu'en entreprise. Dans cette nouvelle saison, je partage avec vous mes recherches mais aussi mon expertise au service de votre évolution professionnelle avec des repères concrets, des conseils sans langue de bois et des pistes réalistes. Que vous débutiez ou que vous ayez déjà plusieurs années de pratique, ce podcast est là pour vous soutenir, vous inspirer et vous faire passer à l'action. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour à tous. Alors cette semaine, je me suis offert un inédit pour ce podcast, un épisode un peu inhabituel puisque pour la première fois, ce sera une interview, donc j'aurai le plaisir de partager le micro et pas avec n'importe qui, puisque je suis cette semaine avec Sabine Pernet. Ceux qui connaissent bien la sophrologie la connaissent forcément. Sabine est sophrologue, elle se présentera tout à l'heure, mais surtout, elle est l'initiatrice, l'instigatrice d'un document qui fait foi, je dirais, et qui a une grande notoriété dans notre métier depuis de nombreuses années. Il s'agit de l'enquête, alors on peut l'appeler enquête ou étude, donc sur le métier de sophrologue, et donc c'est cette année la 10e édition. Donc Sabine, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, Laurence. Et puis, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour partager avec vous justement les résultats de cette enquête sur le métier de sophrologue qui arrive aujourd'hui à sa 10e année. Voilà. Bravo, bravo pour ce travail de fond que tu fais inlassablement chaque année et je pense que ça te demande en plus du temps. Alors pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi, je suis sophrologue depuis 2012. J'anime également le blog Relaxation Dynamique que j'ai voulu ouvert au grand public, mais aussi aux sophrologues pour justement essayer de mieux faire connaître la sophrologie, de la promouvoir. Voilà. En 2015, c'est là où j'ai initié cette enquête qui a maintenant donc 10 ans sur le métier de sophrologue. Comment tu en as eu l'idée? Qu'est-ce qui t'a pris en 2015? Alors, en fin de compte, je me posais beaucoup de questions et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à me poser ces mêmes questions. On était plusieurs voilà, combien sommes-nous à exercer? Quel tarif pratiquer? Est-ce qu'on peut en vivre? Et en recherchant ces données, ces éléments, je me suis rendu compte qu'il y avait pas de données neutres, qu'elles émanaient toutes soit d'écoles, soit de syndicats. Et c'est là qu'il m'est venu l'idée de créer cette enquête que j'ai voulu neutre, ouverte à tous, sans restriction par rapport pas de restriction par rapport aux écoles dont on provenait, par rapport à la durée de la formation. Et voilà, maintenant 10 ans plus tard, on en est là. C'est devenu une étude qui est maintenant suivie, qui permet de se situer un petit peu en tant que professionnel et puis on a une observation de l'évolution de la sophrologie dans le temps, sur 10 ans de recul. On peut le dire, je pense, c'est une étude qui fait référence. On a toujours, moi j'ai toujours beaucoup d'intérêt à découvrir ces résultats chaque année. Il y a quelques semaines, tu as relancé, notamment à la rentrée, le fait que les gens puissent participer, enfin que nos confrères et consoeurs puissent participer largement, parce que tu tenais à ce que cette étude et ces résultats surtout soient représentatifs. Et du coup, ça pose la question aussi qu'on te pose parfois de la méthodologie que tu as employée. Sur quoi tu te bases pour dire elle peut être considérée comme représentative? Tout simplement parce que je récolte des données, que l'on me donne de façon anonyme, des sophrologues qui veulent bien y participer et qui ont au moins une année, d'exercice fiscal. En 2025, on a eu 545 participants, ce qui représente en moyenne entre 5 et 7 de la population, estimée de sophrologues en France. Et pourquoi elle est représentative? Pour donner un repère, c'est proportionnellement 50 fois plus que les grands sondages d'opinion nationale.
Ça a quand même une bonne base et la méthodologie n'a pas changé depuis 10 ans. J'ai toujours voulu qu'elle soit simple, transparente, ouverte à tous et ce que je rappelle très régulièrement, c'est que, ça n'est pas une enquête scientifique, mais bien une photographie de l'année, du terrain, du métier de sophrologue. Là, maintenant, ce qui fait sa force, c'est effectivement sa continuité. D'année après année, elle donne une évolution un petit peu du métier de sophrologue. Je crois que cette année, j'ai l'impression que c'est l'année où tu as eu la plus grosse mobilisation en termes de réponses. Oui, tout à fait. Voilà, on était au-delà de 500. 545, voilà. Voilà, c'est précis, 545 réponses, donc c'est 545, tout à fait. effectivement significatif. Alors tu l'as dit tout à l'heure, donc l'étude, c'est une photographie, hein, de la pratique professionnelle, mais aussi, du marché, hein, puisque finalement ce marché, il évolue, hein, en permanence et en particulier, elle reprend alors on va pas reprendre tous les points puisqu'elle est disponible en intégralité, alors en contenu partageable, mais je rappelle qu'il faut toujours citer sa source, c'est important. Donc elle est disponible sur ton site, hein, Relaxation, Dynamique. Relaxation dynamique, tout à fait. Voilà. Néanmoins, sur les grandes interrogations qui reviennent souvent, qu'est-ce que toi tu constates comme, évolution, par exemple, sur le nombre moyen de consultations par jour? Puisque l'interrogation, c'est toujours un petit peu: «Est-ce qu'on peut vivre de la sophrologie?» Est-ce que le nombre moyen de consultations par jour, est-ce que c'est un critère qui varie? Alors justement, c'est un point qui est marquant, c'est que ça stagne vraiment. En cette année, en 2025, il y a que 10 des sophrologues qui ont réussi à dépasser les 4 rendez-vous par jour. La grande majorité, on est en dessous. Donc ça montre que malheureusement, malgré la reconnaissance qui est plutôt croissante du métier de sophrologue, l'activité reste difficile à intensifier. Ça explique aussi, comme on reste en dessous de ce seuil de 4 rendez-vous par jour, ça explique aussi que c'est quand même difficile d'en vivre confortablement. Alors, ce qui m'amène forcément à la question suivante. Toi, tu prends comme référentiel, hein, dans l'étude le SMIC, hein, qui est vraiment le salaire minimum et qu'est-ce qu'on constate donc comme évolution et peut-être comme, point plus particulier cette année, en 2025? Alors, je sais bien que c'est sur l'année fiscale 2024, mais quand même, Oui. sur le revenu moyen des sophrologues, qu'est-ce que tu as observé, toi? Au niveau du revenu moyen des sophrologues, c'est un point qui est très, très sensible. Donc par rapport à 2024, il y avait que 24,6 ce qui est quand même très, très faible, des sophrologues qui ont réussi à dépasser le SMIC net annuel. Il y a une petite baisse quand même, il y a une baisse. Mais c'est un quart, hein. Oui. En gros, un quart seulement dépasse le SMIC, Le annuel. SMIC annuel net, voilà, Oui. contre 27,3-4 en 2023, donc il y a une baisse et cette année, il y a à peine eu 21,2 des sophrologues qui ont réussi à dégager au moins une fois dans l'année l'équivalent d'un revenu mensuel, du SMIC en fin de compte. Voilà, donc c'est quand même une baisse qui est significative, qui traduit aussi la fragilité économique qui est plutôt persistante, du métier de sophrologue et ça amène beaucoup de sophrologues à faire des compléments dans leur activité, à garder soit une activité salariée, soit avoir d'autres pratiques un petit peu comme, l'hypnose, le coaching, la cohérence cardiaque. Voilà, il faut compléter. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais, évoqué, dans le podcast, notamment dans ce que j'appelais les questions qui piquent. Est-ce que finalement sophrologue, c'est un métier exclusif? Hein, est-ce qu'on est 100 sophrologue ou est-ce qu'on est praticien, voilà, avec la sophrologie et d'autres pratiques? Et ce que tu dis, c'est que ça semble quand même se confirmer dans cette voie-là. Oui, de plus en plus, tout à fait. Tout à fait. Il y a très peu de sophrologues purs, hein. C'est toujours complété par d'autres activités à côté ou une activité complémentaire salariée. Et moi, ce que j'ai noté et alors c'est un peu la conséquence paradoxale de ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire, bon, il y a réduction du nombre de consultations, par jour. Moi, je dirais que si on résumait, on pourrait dire que l'offre, elle est quand même supérieure à la demande. Ça a une incidence sur les tarifs?
Alors effectivement, sur les tarifs, on constate aussi un changement parce que, par exemple, pour les consultations individuelles, on est dans une fourchette entre 50 et 60 €, mais plutôt avec une tendance un petit peu à la baisse. Ce qui est apparu aussi cette année, qui avait disparu depuis quelques années, c'est qu'il y a de nouveau des praticiens qui proposent de plus en plus un tarif inférieur à 30 €. Voilà, donc ça, c'est dans le domaine des consultations individuelles et il y a le même ressenti au niveau justement des interventions en entreprise. On est dans une fourchette entre 100 et 150 € avec plutôt une progression de cette fourchette qui s'étend à tous les sophrologues et tous les tarifs au-delà de 150 € ont plutôt une tendance à la baisse. Donc on sent bien qu'il y a une pression aussi, comme tu l'as dit, concurrentielle, hein, qui est de plus en plus forte parce qu'il y a de plus en plus d'offres par rapport à la demande et les entreprises, ça l'ont bien compris et elles négocient davantage le tarif. Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir si est-ce qu'elle négocie ou est-ce que d'entrée de jeu, il y a une offre qui peut être basse? Parce qu'il y a des messages, moi je l'ai entendu, hein, parfois en supervision, il y a des messages qui ont pu être délivrés par les écoles qui, moi je trouve, étaient sur des tarifs d'entrée de gamme, on va dire, assez bas. Et quand on fait ces calculs, ne serait-ce que le temps que ça prend pour, une intervention en entreprise en termes de préparation et aussi de délai de paiement, on ne réalise pas forcément que tout ça, ça a un coût et que ce coût-là, il faudrait l'intégrer aussi. Mais d'ailleurs, toi, tu le fais très bien. Tu as édité un livret sur, calculer justement son coût. Tu pourrais nous en parler? Tout à fait. Ça, il faut pas hésiter à vous référencer justement à ce livret pour vous aider à le calculer. Comme la tendance actuelle est plutôt à la baisse, il faut pas foncer tête baissée. Il faut voir comment on peut en vivre parce qu'il faut vraiment intégrer tous les coûts, le temps de préparation, le la Frais voiture, les frais l'essence, mmh. tous les frais annexes et il y a certaines entreprises qui, voilà, qui nous demandent aussi de rentrer dans certains budgets et c'est pas toujours rentable d'accepter. Donc faut pas hésiter à, si vous n'avez pas l'habitude, allez vous référer à ce petit livret qui peut vous donner une base de calcul qui va vous permettre de voir si c'est intéressant ou pas d'accepter la proposition. Je le mettrai d'ailleurs en description de l'épisode. Voilà, je mettrai le lien vers la page où on peut commander, voilà, le livret. Moi, je l'ai acheté il y a quelques années déjà. Je trouve qu'il est très bien fait, mais sans être, comment je dirais? Sans avoir, un discours, dramatique ou dramatisant, je ne sais pas. Je pense qu'il faut être simplement réaliste, voilà, et que quand on se lance dans une activité, c'est intéressant de voir comment on peut équilibrer les choses, tout simplement. Il faut essayer de bien connaître le terrain en fin de compte et c'est un petit peu l'objectif de mon étude, hein, en fin de compte, c'est de donner une visibilité objective du terrain, du métier de sophrologue pour, voilà, voir comment on peut évoluer, avoir une réflexion par rapport à son parcours, comment on se situe, parce que, bah, si vous regardez de plus près aussi la, l'enquête, il y a des régions qui sont plus importantes, plus denses en sophrologues. Par exemple, le sud de la France, hein, le nord de la France, la région parisienne, hein, ce sont des zones où il y a une forte concurrence par rapport à d'autres secteurs, au niveau de la carte de France. Oui, ou et de fait, il va falloir mettre en place d'autres choses pour arriver à se démarquer et à être repéré. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, alors évidemment, les moyennes sont toujours des moyennes, hein, mais finalement, ça définit une sorte de portrait robot. L'étude, hein, elle définit une sorte de portrait robot du sophrologue en 2025. Donc, quelles sont un peu ces caractéristiques, hein, dans la moyenne de cette population des sophrologues en exercice? On vient de, voilà, tous les parcours sont uniques, ça c'est sûr et certain, mais effectivement, il y a un profil un petit peu type qui se définit. C'est que en moyenne, ce sont des femmes de plus de 40 ans qui s'installent en tant qu'auto-entrepreneurs à 84. Elles exercent facilement, majoritairement à domicile ou dans un cabinet partagé. Elles travaillent entre 3 et 4 jours par semaine, à raison de 3 ou 4 consultations par jour et elles proposent facilement une autre activité complémentaire à côté. Donc ça, bah, ça illustre aussi une profession, on voit au travers de l'enquête, une profession qui est aussi très investie
humainement, mais encore une fois, avec une grosse fragilité économique. Ouais, c'est pas pour dramatiser, hein, mais une grosse fragilité économique qui perdure, et qui explique aussi les efforts constants pour de la formation continue, pour, diversification de pratiques, comme je disais tout à l'heure. Voilà, le coaching, l'hypnose, la supervision et qui est constante. Oui, donc il faut, voilà, il faut être assez, au fait et réaliser ça. Alors en sachant que c'est pas forcément des préconisations qu'on donne, hein, puisque moi je dis toujours que le statut et toi tu le dis aussi, hein, d'ailleurs le choix du statut, il dépend d'énormément de choses. Donc quand on lit systématiquement, il faut se mettre en auto-entreprise, ça n'est pas toujours une bonne C'est pas idée. toujours vrai. Oui, voilà, hein, ça va dépendre vraiment des personnes. Si j'avais une question un peu plus globale à te poser, toi, tu es dans quel état d'esprit? Comment tu vois l'évolution, alors je vais pas dire de la pratique de la sophrologie, mais de notre métier? L'évolution de notre Oui. métier, Ouais. bah, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'il stagne. Après, voilà, je le vois aussi, avec, le monde économique actuel. Ces années-ci, je trouve que ça devient de plus en plus difficile, en fin de compte, de percer quand on se lance. Alors il y a une reconnaissance, effectivement, les médecins proposent, suggèrent de plus en plus la sophrologie. Ce qui est sûr et certain, par exemple, en consultation en cabinet, c'est que, ben, à cause de l'économie actuelle, générale, les personnes ont de moins en moins de pouvoir, financier pour faire de la sophrologie en cabinet et surtout sur des prises en charge, par exemple sur 7, 10 séances, ça devient de plus en plus rare parce que ça a un coût. Oui, je suis d'accord. Le Les prises en charge réduisent, en tout cas, moi je l'ai observé aussi en nombre de séances, hein. Même les mutuelles, il y a eu un moment où, depuis que la sophrologie a été un petit peu démocratisée, au tout début, quand j'ai démarré, les mutuelles ne remboursaient pas la sophrologie. Il y a eu un moment donné, où elles ont commencé à rembourser et là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un retour aussi un petit peu en arrière des mutuelles qui participent beaucoup moins à la prise en charge des séances de sophrologie. Oui, donc il y a forcément une pression économique, hein, sur nos clients, qui est celle qui est aussi sur tous les Français, de toute façon, et qui oblige, parfois à faire des choix. Sabine, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu voudrais peut-être, ajouter ou préciser pour les auditeurs du podcast? Alors, je reviens là juste 2 minutes sur, notre échange actuel. Heu, ce qui marche bien, enfin une recrudescence un petit peu plus dans les groupes plutôt en cabinet, ben, parce que les personnes, voilà, en une activité de groupe, c'est nettement moins cher. Donc une recrudescence peut-être un petit peu plus dans les groupes, mais pour un sophrologue, ce qui ne permet pas forcément d'en vivre, quand on Non, fait ça que peut du être un axe de développement, ça c'est peut cela. être C'est voilà. un axe de développement, mais ça peut amener des personnes en cabinet, le fait de faire du groupe, mais on ne peut pas vivre que du groupe. Non, c'est sûr, même si on était ou alors il faudrait être salarié d'une association d'une structure, mais là, c'est une autre histoire. Et encore, voilà, c'est une autre histoire parce que même si on est salarié d'une structure ou d'une association, on ne fait pas forcément que ça toute la semaine, hein. Voilà, c'est vraiment des petits, C'est très ponctuel, hein. très ponctuels. Tout à fait. Donc, ça ne dégagerait en aucun cas un temps plein qui permette d'en vivre, même si on fait partie d'une structure. Bien, bah, écoute Sabine, je te remercie pour cet échange et pour ce partage autour donc, de l'étude sur le métier de sophrologue. Donc c'est la 10e édition cette année, étude qu'on peut retrouver alors sur ton LinkedIn aussi, mais surtout sur ton site, Relaxation Dynamique. Je remettrai, les coordonnées. Je signale également le livret que tu as réalisé pour pouvoir, fixer ses prix, hein, calculer son coût et voir aussi sa rentabilité. Merci beaucoup Sabine, merci de ta Ah. participation. Moi, je voudrais remercier aussi, tous les sophrologues qui participent à cette étude parce que c'est pas que mon étude, voilà, c'est un outil pour tout le monde. L'étude, c'est pas une vérité absolue, mais elle constitue une base qui est commune, qui est neutre, qui est ouverte, qui, je pense, permet à chaque sophrologue de se situer.
réfléchir un petit peu à l'évolution de son parcours et j'ai vraiment espoir qu'elle puisse contribuer à donner une plus grande visibilité justement du métier de sophrologue, de cette profession et qu'elle aide aussi ceux qui souhaitent se lancer à mieux comprendre la réalité du terrain. Voilà, donc je remercie vraiment tous les sophrologues qui participent chaque année, à cette étude. Voilà, sans eux, elle ne serait pas là non plus. Elle n'aurait pas pu durer dans le temps. Donc, un grand merci également à leur participation. Et on voit d'ailleurs que cette participation massive, ça montre aussi l'attachement et l'intérêt qu'on a justement pour ce travail. Oui, 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 voilà, c'est vraiment il y a un investissement humain derrière et voilà, pour l'instant, c'est encore fragile économiquement, mais un réel investissement humain derrière. Merci, je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne semaine avant de se retrouver pour le prochain épisode. Donc plongez-vous dans l'étude et on se dit à très bientôt. Un grand merci à toi aussi Laurence et à bientôt également. Avec plaisir Sabine, merci. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout donné l'envie de passer à l'action. Le programme des workshops, ces ateliers pratiques réservés aux sophrologues, se poursuit. Vous pouvez retrouver les thèmes précédents sur la boutique, le lien est en description, et rester informé des prochains. Rendez-vous sur Instagram @espace-du-calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt.